Les phoques ne voyagent pas toujours en hélicoptère. Ces grands nageurs accomplissent une longue migration vers les eaux intérieures canadiennes, et plus particulièrement le long de la côte du Labrador vers Terre-Neuve, par le détroit de Belle-Île jusqu'au fond du Golfe, où ils viennent mettre bas sur les banquises à proximité des îles de la Madeleine. Découverte par l'explorateur français Jacques Cartier lors de son premier voyage en 1534, les îles de la Madeleine forment un archipel d'une douzaine d'îles, dont 7 sont reliées entre elles par des dunes, des jetées ou des ponts. Capitale, Cap-aux-Meules. Ce comté du Québec compte maintenant 13 000 habitants, dont 1 millier d'Écossais venus du Cap-Breton. Si le port n'est ouvert qu'en fin avril, début mai, l'aéroport fonctionne toute l'année, avec un vol quotidien vers Gaspé, 180 000 au nord-ouest, et Charlottetown, île du Prince-Édouard, 101 000 au sud-est. Les hivers sont fort rigoureux, et il n'est pas rare de voir des bancs de neige qui atteignent des hauteurs de 20 pieds. Il faut parfois reculer sur de grandes distances quand on rencontre. L'autoneige reste le véhicule le plus sûr. 1000 personnes habitent la capitale des îles de la Madeleine, Cap-aux-Meules. Industrie principale, la pêche, le homard et en période, la chasse au loup marin. Bureau de poste ultramoderne, coopérative d'électricité, magasin, même régie des alcools. Près des barques de pêche emmitouflées de neige, le visiteur peut deviner des montagnes de cages à homards. Pour l'instant, la société coopérative La Vaillante n'en a que le nom. Mais dans quelques semaines, la mer sera libre et bleue. La saison du homard va commencer et l'usine de l'île étiquettera des centaines de milliers de boîtes à tour d'horloge. Des millions de homards seront pêchés. Quelle addition de dollars en perspective. C'est le grand sommeil de l'hiver pour les machines et pour les bateaux. Les bons bateaux de pêche des îles de la Madeleine, enchâssés dans la glace du quai de Old Harry. Eux aussi se reposent de la saison dernière. Comme à l'époque de la voile, les mâts gémissent et les haubans murmurent un langage mystérieux. C'est l'histoire de la mer et des pêches miraculeuses rapportées au port par des barques ventues. Et là, si le chuintement des vagues et le cri des goélands est le même, les histoires de pêche ont bien changé. Bien sûr, il y aura toujours des pêcheurs aux îles de la Madeleine. Les doléances sont les mêmes que sur la côte nord et qu'en Gaspésie. La pêche n'est plus rentable, les morues sont trop petites, les chalutiers prennent tout. Il n'y a que 3 industries aux îles de la Madeleine, la pêche en mer, le homard et les phoques. Ciel rouge ou le vent, marin fait attention au vent, dit le proverbe. Ce matin-là, on ne dort pas dans l'île. Dans la baie de Havre-aux-Maisons, hélicoptères et avions réchauffent leurs moteurs, mais sur la glace, au large de l'étang des Caps, et près d'un rocher sinistre qui porte si bien son nom, le corps mort, les insulaires lève-tôt sont déjà en marche. À travers ce champ de glace qu'on dit labouré par le diable vont les chaloupes traînées par les hommes. Dans un instant, ces paisibles madelinos vont se transformer en féroces chasseurs. Armés de longs gourdins améliorés d'un méchant petit crochet, ils vont courir de cri en cri, d'appel en appel, frappant vite, écorchant vif. Mais cela n'est rien car les insulaires n'en sont encore qu'au stage artisanal, si l'on peut dire.
Moins de 10% des phoques abattus aux abords même des îles de la Madeleine le sont par les résidents. Cette méthode primitive est efficace, certes, mais fort lente. Le trajet vers les troupeaux de phoques long et périlleux. La rentabilité d'une telle expédition discutable. 5 ou 6 hommes pour traîner une petite chaloupe qui ne peut manifestement pas contenir plus d'une cinquantaine de peaux, ce n'est pas de la chasse commerciale. D'autre part, ces hommes sont sans cesse à la merci d'un bris de glace et d'un gibier pour le moins aléatoire qu'un coup de vent peut éloigner pour longtemps. Ils reviennent souvent avides au risque de leur vie. Non, ce n'est pas aux Madelinots que nous adresserons nos reproches, même si leurs méthodes d'abattage sont cruelles et sanguinaires. Les hommes que vous voyez à l'œuvre sont des spécialistes. Leurs coups sont précis, leurs couteaux plus rapides. Ce ne sont pas eux les tueurs de la banquise responsables des grandes hécatombes et de la disparition probable de nos derniers phoques. Ce sont les autres. Le spectacle des chaloupes de pêche grimpant sur les glaces à la recherche des troupeaux devient une image d'Épinal. Laissons les chasseurs de cette entreprise familiale, de cette coopérative amicale, faire le plein dans leur petite chaloupe. Une façon plus humaine et tout aussi efficace d'abattre les phoques adultes est l'emploi de la carabine à haute puissance maniée par des francs-tireurs, sinon des tireurs d'élite. En compagnie d'un guide expérimenté, nous nous sommes rendus sur la banquise en quête de gibier. Ce ne fut pas long. À peine l'appareil s'était-il posé que l'étrange concert plaintif des jeunes phoques se fit entendre. À moins de 500 verges de nous, plusieurs animaux attendaient près de leur trou. L'idée, s'approcher le plus près possible, car même avec une mire télescopique, la tête d'un phoque n'est pas ce qu'on pourrait appeler une cible importante. C'est avec beaucoup de précaution que nous nous approchâmes de la bête la plus près de nous. Distance approximative, 100 verges. Afin de ne pas abîmer la fourrure et surtout pour tuer le phoque instantanément, le coup au cerveau est de rigueur. Facile à dire, mais pas tellement facile à faire dans ce violent éclairage qui nous force à porter sans cesse des verres fumés. Nous avons choisi le calibre 270 en raison des performances balistiques qui caractérisent ce calibre. Un loup marin bien visé passe de vie à trépas en une fraction de seconde. C'est ce qui compte et c'est la raison de cette expérience. Il est donc facile de tuer un phoque même à l'eau, à condition qu'un compagnon muni d'une gaffe harponne la victime avant que celle-ci ne coule. Voici justement un phoque qui tente désespérément de gagner l'eau libre. Il ne l'atteindra pas. Une balle bien placée immobilise l'animal alors que celui-ci s'apprête à plonger. Bien que la glace de la banquise soit très solide, les abords de l'eau libre sont traîtres. Glace blanche, solidité, glace bleue, risque de bris. Le chasseur a donc intérêt à regarder où il marche. Le fait qu'un phoque de 700 livres est étendu sur la glace n'est pas un gage de sécurité quant à la solidité de celle-ci, le poids étant réparti sur toute la longueur du corps de l'animal. Pas d'erreur, ce loup marin est bien mort. Le guide va maintenant procéder à l'écorchage. Ce geste n'a rien de cruel puisque l'animal a cessé de vivre. D'un geste précis, on ouvre l'animal de la gorge aux nageoires. L'opération complète ne durera qu'une minute. D'abord enlever l'épaisse couche de graisse sous le cuir, libérer le corps même du phoque, étonnamment petit et maigre dans son enveloppe, dégager la tête et les pattes de devant, enfin toute la peau et son magnifique poil hydrofuge. Un travail impeccable précédé d'un abattage foudroyant. Hélas, comme vous allez le constater dans un instant, les méthodes employées actuellement pour se procurer du phoque ne ressemblent pas du tout à cette chasse de laboratoire.